Alors, j'ai reçu les inscriptions de la plupart d'entre vous, mais il en manque un certain pourcentage. Ceux qui ne s'inscrivent pas là, donc on va étendre jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ne s'inscrivent pas, on suppose que vous ne voulez pas passer pour les étudiants de master l'examen pour avoir une note. Alors, je vais brièvement rappeler le score, le principe de cet algorithme de score diffusion. Et puis, on va passer dans la dernière partie du cours qui va vraiment consister à comprendre comment est-ce qu'on est capable effectivement de faire du débruitage potentiellement optimal et quel est le lien avec les mathématiques qui ont été développées dans ce domaine. Donc, je vous rappelle l'algorithme de transport par score diffusion. L'idée, c'est que d'un côté, on va définir un opérateur de transport inverse, donc celui qui va prendre les images et les amener vers du bruit. Ça va se faire simplement avec l'équation d'Ornstein-Uhlenbeck, qui est l'équation qui consiste à progressivement ajouter du bruit au signal. Et on a vu que la solution à tout tenter est une combinaison linéaire de la solution initiale qui est progressivement atténuée par un facteur e puissance moins t, plus une composante de bruit, z, où z est une variable aléatoire, un vecteur aléatoire, excusez-moi, de variance d'identité. Donc, ce que vous obtenez, c'est ce genre d'image que je vous ai déjà montré, où petit à petit, on bruite l'image. Et puis, la question, c'est est-ce qu'on peut inverser cet opérateur, autrement dit, obtenir l'opérateur de transport qui va aller depuis le bruit jusqu'à l'image. Ici, t, c'est le temps. Donc, du bruit jusqu'à l'image. Et pour ça, il faut inverser cette équation. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que cette équation différentielle stochastique, effectivement, on peut l'inverser. On peut l'inverser, donc le temps va devenir le temps si, excusez-moi, grand T, c'est le temps final, donc pas à ne pas confondre avec le transport t moins t. Donc on va avoir un temps inverse. Et dans le temps inverse, on va avoir x de grand T moins petit t. Donc ça, je vais l'écrire transport pour pas les transports inverses, pour ne pas confondre, va vous donner une équation qui est similaire. Simplement, le terme va avoir un signe inverse, x de t moins t. Et puis, il y a ce terme de score. Le score, c'est le gradient par rapport à la variable x du logarithme de la probabilité de l'image bruitée au temps t moins t. Et on a vu pourquoi ce terme apparaissait, plus racine de 2, le brownien. Et on a vu pourquoi ce terme apparaissait, parce que ce terme, quand on écrit l'équation de Fokker-Planck, cette équation de Fokker-Planck va induire ici une diffusion. Il y a besoin d'inverser la diffusion, et on a vu que ce terme permet d'inverser la diffusion. Donc, où le terme moins laplacien peut devenir un terme plus laplacien grâce au terme qui apparaît ici. Donc, le point qui est important, c'est qu'à partir d'une équation inverse comme ceci, on peut revenir sur l'image d'origine. Et donc, voilà l'équation qui apparaît. Et le point central derrière cet algorithme, c'est la capacité à estimer ce score, c'est-à-dire le gradient de la log probabilité. Et comme je l'avais expliqué, ça a été une grosse surprise parce qu'a priori, on a une fonction en très grande dimension qu'on n'imaginait pas pouvoir estimer dans des cas un peu compliqués, comme par exemple des visages. Alors, la technique pour l'estimer, c'est basé sur
une procédure de débruitage que j'ai expliquée la dernière fois. Donc la procédure de débruitage, elle est basée sur la formule de Tweety. Donc, comme je l'avais, ça a plusieurs noms, comme j'avais mentionné, Robbins, Miyazawa, qui l'ont chacun démontré à tour de rôle dans les années 60. Et l'idée, c'est qu'on essaye de calculer un problème de débruitage. Alors, pour retomber sur un problème de débruitage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renormaliser le facteur e puissance moins t. Donc, je vais multiplier xt par e puissance t, et je vais définir ceci comme étant la variable x sigma. Du coup, ce que je vais avoir, c'est que x sigma va pouvoir s'écrire comme la variable d'origine, x0, que je vais écrire x ici, plus ici un bruit, et le bruit va avoir, est un bruit gaussien avec une variance qui va dépendre de t. Ici, en l'occurrence, sigma carré va être égal à racine de e puissance 2t moins 1. D'accord? Donc, on peut réécrire après renormalisation ceci comme un bruit additif une fois qu'on a inversé le facteur d'atténuation. Et le problème, c'est à partir de x sigma de revenir sur x, ou en tout cas la meilleure estimation de x possible. Donc la meilleure estimation de x possible, a priori, on peut l'écrire comme étant une estimation x chapeau qui va dépendre donc du signal bruité et qu'on aimerait être la plus proche de x qu'on peut établir en essayant de minimiser une erreur au sens des moindres carrés. Et donc l'espérance ici, elle est calculée par rapport à la distribution de x et par rapport à la distribution de bruit. Donc question, quel est l'estimateur qui va minimiser ceci? Quand on veut estimer, si on fixe x sigma, la constante qui va approximer la variable aléatoire x, c'est la moyenne de x étant x sigma fixé. Ça, je l'avais mentionné, d'une manière générale, quand on a une erreur quadratique, si on veut une constante qui approxime une variable aléatoire, au sens de minimiser l'erreur au carré, cette constante, c'est la moyenne. Donc ici, quel est le meilleur estimateur? Le meilleur estimateur, ça va être l'espérance conditionnelle, c'est-à-dire la moyenne de x étant fixée x sigma. D'accord? Et ce que dit la formule de Tweety, c'est que ceci, ça peut s'écrire à partir de x sigma en rajoutant, donc en bougeant, comme une descente de gradient, dans la direction du log de la probabilité, autrement dit de l'énergie de la distribution. D'accord? C'est ce qu'on a montré. Au passage, quand j'avais fait la démonstration, j'avais fait un changement de variable, j'avais oublié de sortir le sigma carré quand j'ai écrit la formule au tableau dans la démonstration. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien ça va nous permettre d'avoir un algorithme, comme j'avais mentionné, qui va pouvoir estimer le score. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un réseau de neurones qui va être paramétré par θ. Ce qu'on va rentrer dans le réseau, c'est x sigma et la connaissance de sigma, du bruit. Et à partir de ça, on aimerait que le réseau calcule un estimateur qui minimise l'erreur au sens des moindres carrés, autrement dit la loss, ça va être la moyenne de x chapeau de x sigma moins x au carré. D'accord? Donc on va faire ça avec un réseau de neurones, et là on tombe sur un problème tout à fait classique où on fait une descente de gradient pour essayer de minimiser l'erreur. Et évidemment, si
on arrive à obtenir le meilleur algorithme possible, à ce moment-là, ce qu'on sait, c'est que le X sigma en question va satisfaire le fait que ça va être l'espérance conditionnelle et donc je peux appliquer la formule de Miyazawa, ce qui me dit que X sigma moins X chapeau moins X sigma divisé par sigma carré va être à peu près égal au score ou strictement égal au score si effectivement j'ai obtenu l'estimateur optimal. Et donc c'est comme ça qu'on calcule un score avec un réseau de neurones, d'accord, en faisant une minimisation de ceci et en espérant que ce résultat soit à peu près vrai. Alors, pour fixer les idées, je peux vous prendre un exemple. Un exemple, c'est le cas où X est gaussien. Si X est gaussien, à ce moment-là, X sigma, donc disons de covariance, covariance, une grande matrice C, ça veut dire que la probabilité de X, c'est une constante E puissance moins X transpose CX inverse sur 2. Qu'est-ce que c'est que X sigma? Comme on fait dans ce cas-là l'addition de deux variables aléatoires gaussiennes, ça va être aussi gaussien. Donc à ce moment-là, X sigma va être aussi gaussien. Et comme j'additionne deux variables aléatoires ici qui sont indépendantes, eh bien la covariance, ça va être la somme des covariances. Autrement dit, la covariance, ça va être C sigma qui va être égale à la covariance de X plus sigma carré, l'identité qui est la covariance du bruit. Maintenant, je peux calculer le gradient. Donc, ce que je sais, c'est que la probabilité sigma de X sigma, c'est une constante, E puissance moins X transpose C sigma moins 1, X sur 2. Si je prends maintenant le gradient du log, dans ce cas particulier, eh bien, je vais avoir le log, ça va être cette forme quadratique. Je prends le gradient, ça va me donner moins C sigma moins 1 X. Donc c'est le gradient, le score, dans le cas gaussien, est linéaire. Et donc, vous pouvez voir que du coup, vous allez itérer sur des opérateurs linéaires, et vous allez donc bien avoir globalement un opérateur qui va être linéaire. Dans ce cas-là, on peut calculer quel est l'estimateur optimal, X sigma optimal, X chapeau. Si j'applique la formule de Miyazawa, ça va être donc l'identité plus sigma carré, le gradient qui va être, excusez-moi, ça c'est ici X sigma. Donc là, j'ai un signe moins, C sigma moins 1 fois X sigma. Donc ça, c'est l'estimateur optimal d'un processus gaussien qui est contaminé par du bruit, où à nouveau, C sigma, c'est la somme de la covariance de X plus sigma carré identité. Alors je vous le donne ici sous cette forme parce qu'on va le redécouvrir par une approche différente qui est le filtrage de Wiener, quand on va essayer de comprendre un peu plus en détail les mathématiques qui sont derrière ces problématiques d'estimation de bruit, de débruitage. Alors, un dernier point, c'est qu'on va faire une erreur sur le score. Et une des questions, c'est cette erreur sur le score, est-ce qu'elle va m'induire une énorme erreur sur la distribution de probabilité ou pas? Autrement dit, on a envie de contrôler l'erreur sur la distribution de probabilité finale qui va être obtenue par la diffusion inverse.
La diffusion inverse, elle va définir une distribution de probabilité Pθ qui est obtenue avec un score qui va être calculé Sθ de x sigma par un réseau. Et ce qu'on aimerait contrôler, c'est la divergence, par exemple, de Kullback-Leibler entre la distribution de probabilité P, qui est la vraie distribution, et Pθ. Ce qu'on sait, c'est que si ceci est strictement égal au score, les deux vont être égales, parce que j'ai exactement inversé l'opérateur. Mais si ceci, le score estimé ici par le réseau de neurones, donc ceci, n'est pas strictement égal, à quoi est égale l'erreur? Alors là, il y a un théorème que je ne vais pas démontrer. Je vais vous donner dans un papier de Yan Song, c'est un des premiers papiers avec Ernon de 2001. Qui démontre que ceci peut être borné par l'intégrale de toutes les erreurs faites sur le score. Donc l'espérance sur x de l'erreur quadratique entre le calcul du score moins gradient de sigma log de p sigma de x carré fois sigma d sigma. Autrement dit, si vous avez une petite erreur et que l'erreur s'intègre, eh bien vous allez pouvoir contrôler la divergence de Kullback-Leibler entre les deux. Donc ça, c'est typiquement la grosse différence avec ce qui se passe, j'avais mentionné tout au début avec le GAN, où on n'a aucune façon de contrôler les erreurs sur les distributions de probabilité. Ici, comme on a une équation de diffusion qui est bien définie, on peut essayer de calculer des bandes supérieures. Alors ça, c'est une bande supérieure sur la divergence de Kullback-Leibler. Il y a des bandes supérieures encore plus précises qui peuvent être calculées sur la distance de Wasserstein 2, dont j'avais parlé la dernière fois. Et donc voilà typiquement le genre d'encadrement qu'on peut obtenir. Alors, le vrai problème derrière tout ça que j'ai mentionné, c'est notre capacité d'estimer le score et de l'estimer avec une erreur qui ne va pas être trop grande. Et quand on regarde une estimation, puisque ceci, ça va être un estimateur du score qu'on va calculer avec une base d'entraînement, avec une optimisation sur θ, il y a deux types d'erreurs qui peuvent apparaître. Et donc, c'est là-dessus que maintenant, on va se concentrer, sur les erreurs d'estimation du score. Le premier type d'erreur, c'est quand une erreur de ce qu'on appelle de variance, qu'on peut voir comme un problème de généralisation versus mémorisation. La question, c'est quelle est la dépendance de l'estimation de θ par rapport à la base de données d'entraînement qu'on va utiliser pour calculer le paramètre optimal θ. Quand on change la base de données d'entraînement, est-ce que l'estimateur du score va changer? Autrement dit, est-ce que mon estimateur a une variance qui est importante? Si ça change complètement, c'est donc que l'estimateur dépend des images qu'on lui a données, et donc quelque part, c'est qu'il est en train de mémoriser l'information de ces images spécifiques. Si ça ne dépend pas du tout des images qu'on a utilisées pour l'entraînement,
ça veut dire que véritablement on a une généralisation. Donc ça, c'est typiquement quand on a d'une façon générale un estimateur, et donc on peut voir ici Sθ comme étant un estimateur à nouveau du gradient de log P sigma, c'est un estimateur du score. D'accord ? Donc, d'un côté, la question c'est est-ce que cet estimateur fluctue avec les données d'apprentissage ? La deuxième question, c'est s'il y a très peu de fluctuations, c'est-à-dire que ceci va être une constante, est-ce que cette constante va bien vous donner le bon score ? Autrement dit, cette constante, on peut la considérer comme étant la valeur moyenne obtenue pour n'importe quel ensemble d'entraînement, et donc on tombe sur la notion de biais, autrement dit d'erreur de modèle. Il est possible que, quelles que soient les données d'entraînement, on obtienne toujours le même score, mais que ce score soit complètement faux. Et ça va dépendre de deux choses. Un, le fait que le réseau soit suffisamment flexible pour être capable de bien approximer la fonction, mais aussi le fait que mon optimisation a bien convergé vers le minimum de l'erreur quadratique de l'estimation. D'accord ? Donc ça, c'est les deux grandes questions. Et on va regarder ça d'abord avec un réseau de neurones qui est un U-Net. Alors, quand on regarde un U-Net, il y a plusieurs choses, un réseau de neurones profond comme ça qui apparaissent. Donc, je vous le réexplique. Vous avez là l'image qui rentre en entrée. Ça, c'est l'image qui est l'image X-chapeau, autrement dit, l'image débruitée. Qu'est-ce que fait un U-Net ? Il va faire des convolutions, des opérateurs convolutionnels qui sont typiquement avec un petit support 3,3, avec une non-linéarité qui est le relu, qui tout simplement, après chaque convolution, met à zéro toutes les valeurs négatives. Il va y avoir une cascade typiquement de 2 couches comme ceci, et puis ensuite un sous-échantillonnage. Et ensuite, on répète des convolutions 3,3 avec relu, sous-échantillonnage, convolution 3,3, sous-échantillonnage. Donc, il y a 3 choses qui apparaissent dans un algorithme comme ça. 1, convolution. Pourquoi des convolutions ? 2, on voit apparaître ces images de plus en plus petites et on verra que ça, c'est lié à une notion d'échelle. Pourquoi est-ce qu'on regarde le phénomène comme ça à différentes échelles ? Et 3, évidemment, le relu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'introduire une non-linéarité là-dedans ? Et puis ensuite, quand on arrive tout en bas, là, il y a une dernière cascade de convolutions relues, et puis ensuite, on recompose avec une addition ici, reconvolution relue, on recompose, etc. Et évidemment, l'enjeu majeur, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ce genre de structure est capable d'approximer une fonction aussi compliquée qu'un score. Ça, c'est vraiment le mystère mathématique des réseaux de neurones qu'on comprend encore très très mal. Ce qu'on va faire, c'est avancer dans cette direction. Et il se trouve que là, on est dans un cas qui est plutôt favorable. Parce que le problème de minimisation qu'on est en train de considérer, c'est un problème de minimisation qui a été considéré depuis les années 45, donc ça fait maintenant plus de 70 ans. Et donc, il y a pas mal de maths qui ont été développées autour de ça, et on peut se poser la question, quelle est la convergence entre les mathématiques et les solutions qui ont été calculées pour ce problème de maths et l'architecture de ce réseau de neurones. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder. Avant ça, je voudrais attaquer la première question, qui est ce problème de variance, autrement dit de généralisation versus mémorisation, d'un point de vue purement numérique. Donc, d'un point de vue purement numérique, comment est-ce qu'on peut attaquer ce problème ? On va prendre une base de données. Ici, c'est une base de données d'images. Et la question, c'est est-ce que l'apprentissage est-ce que l'estimateur va dépendre des images dans la base de données ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la base de données, on la divise en deux,
en 2 groupes d'images qui ont été choisis aléatoirement, et on va regarder le résultat avec le premier groupe et le deuxième groupe et le comparer. D'accord? Donc je définis 2 ensembles d'images qui sont 2 ensembles d'entraînement, S1 et S2, qui vont avoir n images, et évidemment ce que je vais faire changer, c'est le nombre d'images dans l'ensemble d'entraînement, parce que ce qui va m'intéresser, c'est de voir quand n tend vers l'infini, est-ce que la variance de l'estimateur, d'une certaine manière, tend vers 0 et à quelle vitesse? Alors les images que je vais prendre, elles ne sont pas grandes, c'est des images de 80 par 80. On commence avec simplement une image dans chacun des ensembles d'entraînement. Donc, ce qu'on fait dans l'algorithme, c'est qu'on envoie l'algorithme de transport inverse en partant du même bruit blanc. Donc, on commence par entraîner les 2 réseaux de neurones avec les 2 bases de données. Donc, j'obtiens 2 réseaux de neurones qui vont calculer 2 scores. Et la question, c'est est-ce que ces scores donnent un résultat suffisamment proche pour obtenir un transport qui est quasiment identique? Alors, moi, ce qui m'intéresse normalement, c'est de regarder la distribution de probabilité. Ici, je vais regarder quelque chose de plus fort, c'est vraiment la trajectoire en partant d'un même point induite par les 2 scores que j'ai calculés. Autrement dit, je vais partir d'un même bruit blanc, et sur ce même bruit blanc, je vais calculer l'équation de transport avec les 2 scores qui ont été calculés avec ces 2 ensembles d'entraînement. Alors, dans l'équation de transport, à chaque étape, j'ai le rajout d'un bruit, et le bruit va être identique dans les 2 cas, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je suis capable d'estimer le score suffisamment précisément. Donc, on fait ça, on part d'un bruit, j'ai 2 scores différents, et je regarde l'image que j'obtiens à la fin. Et voilà les 2 images obtenues avec le premier réseau et obtenues avec le deuxième réseau qui sont complètement différentes. Donc la question, c'est à quoi ces images correspondent? Si on se dit qu'on mémorise, probablement ces images ont un lien avec les images d'entraînement. Et effectivement, dans ce cas-là, j'ai une seule image d'entraînement et elle est identique à l'image que j'ai obtenue. Autrement dit, tout ce que le réseau a fait, c'est de mémoriser l'image d'entraînement et quel que soit le bruit que je lui donne au départ, il me ressort toujours la même image. D'accord? Pure mémorisation. Maintenant, on peut faire la même chose en prenant un ensemble de 10 images différentes sélectionnées de ma base d'entraînement. Je fais la même chose, je pars du même bruit blanc, j'applique l'équation de transport mais avec mes 2 scores différents parce qu'ils ont été appris sur 2 réseaux de neurones et j'obtiens à nouveau 2 images différentes. Et maintenant, on peut aller chercher dans la base de données s'il y a une image qui est proche. Et effectivement, il y a une image quasi identique dans la base de données. Autrement dit, ça a simplement mémorisé. Et quand vous changez le bruit blanc, il va vous restituer aléatoirement une des 10 images de l'ensemble d'entraînement. Autrement dit, ça a mémorisé 10 images. Donc, ça n'a rien de très subtil. Maintenant, je prends 100 images. Je fais la même expérience, j'obtiens 2 images différentes avec mes 2 réseaux, et les 2 images, c'est tout simplement des images des ensembles d'entraînement, donc les réseaux mémorisent. Même chose ensuite avec 1000 images, même phénomène, on obtient 2 images. Alors vous voyez, on commence à avoir des petites erreurs, parce qu'évidemment le réseau il a une capacité de mémoire limitée, donc au bout d'un moment, il approxime, il fait une forme de compression des images de la base de données d'entraînement. 10 000 images, pareil, les 2 réseaux restituent 2 images différentes, et là, vous voyez que ça commence à être assez différent de l'image la plus proche. Donc l'image que je montre ici à chaque fois, c'est l'image de la base de données d'entraînement qui est la plus proche de l'image qui a été synthétisée à partir du bruit blanc. Plus proche au sens distance norme au carré. Et donc là, vous voyez, elles ressemblent, mais elles ne sont plus tellement identiques parce qu'il y a une capacité limitée de mémoire.
Donc tout ça n'est pas très intéressant jusqu'au moment où on arrive à 100 000 images. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les deux réseaux de neurones vont, à travers le transport, restituer la même image, ici, et cette même image est complètement différente de l'image la plus proche dans la base de données d'entraînement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je commence à avoir une erreur sur le score qui est suffisamment petite, pardon, non pas une erreur, une fluctuation sur le score qui est suffisamment petite pour que le transport obtenu avec les deux scores soit identique. Et évidemment, puisqu'il est identique, quelle que soit la base de données d'entraînement, ça ne va pas vous restituer une image de la base de données d'entraînement. Donc on a bien un phénomène de généralisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à deux niveaux. D'abord parce que ça veut bien dire qu'effectivement, quand on fait de la génération de données avec ces algorithmes d'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement, contrairement à ce qui est souvent dit, de la simple mémorisation. Et c'est aussi vrai pour des algorithmes comme ChatGPT, etc. Mais si vous n'avez pas suffisamment de données, et là, il en faut beaucoup, 100 000 images alors que j'ai une toute petite image, eh bien, vous faites de la mémorisation. Et ça, si vous imaginez dans le cas de ChatGPT, si vous posez des questions sur un domaine où il y a très peu de texte sur Internet, typiquement, il va avoir tendance à faire de la mémorisation. Si jamais vous interrogez sur des domaines où il y a énormément de données, eh bien, à ce moment-là, on peut espérer qu'effectivement, il y a une forme de généralisation qui arrive et qui vous redonne un texte qui n'est pas du tout un texte qui existe sur le net. Alors, on peut ensuite faire des expériences avec différentes images, différents bruits blancs. Voilà des images restituées par les deux réseaux avec 100 000 images dans la base de données d'entraînement. Et vous voyez qu'elles sont quasiment identiques. Alors, il y a quand même des légères différences, d'accord, mais elles sont très proches, et donc on voit bien qu'on est dans une phase de convergence. Alors, il y a des phénomènes intéressants. Vous voyez ici, l'erreur, elle n'est pas si petite que ça. Tout d'un coup, il y a des lunettes qui apparaissent. Et ça, c'est un phénomène intéressant et qui va être lié au séminaire que va vous faire juste après Tony Benner, parce qu'en fait, il y a des phénomènes de bifurcation. Une toute petite erreur, tout d'un coup, peut induire une assez grande erreur sur l'image restituée. Pourquoi? Parce que ici, c'est soit lunette ou pas lunette. On n'a pas des demi-lunettes. Et donc, il y a un moment où on peut être au bord et donc bifurquer à gauche ou bifurquer à droite. Et ça, c'est le genre de phénomène qu'on arrive à comprendre avec des modèles de mixture de gaussienne, ce que Tony va vous expliquer dans le séminaire juste après. Alors, on peut faire ça avec d'autres bases de données. Voilà, par exemple, une base de données de chambre à coucher. Donc, même phénomène. Avec une image, eh bien évidemment, dans la base de données d'entraînement, ça mémorise. 10 images, ça mémorise. 100 000, pareil. Et c'est à 100 000 qu'on voit que les deux images restituées par les deux réseaux de neurones sont quasiment identiques. Donc, ça généralise au même endroit. Et donc, évidemment, la question fondamentale à partir de là, c'est le 100 000, à quoi il est lié? On peut regarder le nombre de paramètres du réseau qu'on a utilisé. Ici, c'était un réseau de neurones UNet avec 7 millions de paramètres, donc pas un gros réseau. Et donc, vous pouvez mettre en regard le nombre de paramètres 7 millions avec le nombre de paramètres ou de pixels dans la base de données d'entraînement. Comme vous avez une image qui est 80 par 80, ça va vous faire 6400 fois 100 000. Non, ouais, alors attendez, c'est 6 milliards de pixels divisé par 7 millions
de paramètres, ça fait plus, oui, ça avait fait 7 millions de paramètres, ça fait de l'ordre de 1000 données par paramètre. Il me semblait que c'était 100, je ne sais pas pourquoi j'ai fait... OK. 140 millions de pixels. Oui, 640 millions de pixels, donc à 7 milliards, ça fait un facteur 100, effectivement. Un facteur 100. Donc, typiquement, on voit qu'on commence à converger quand on a à peu près 100 données par paramètre, si on pense comme ça. La question, c'est est-ce que cette relation de proportionnalité, elle est vérifiée? Donc, on l'a fait avec des images qui étaient 2 fois plus grandes, un réseau de neurones qui était du coup 2 fois plus grand, et on a observé une forme de proportionnalité au sens où la convergence arrivait avec un facteur qui était, en l'occurrence, c'était une image 4 fois plus grande et un réseau 4 fois plus grand, et la convergence arrivait avec un facteur qui était de l'ordre de 4. Ceci étant, on sait très bien que dans ce genre de phénomène, il va y avoir des non-linéarités profondes parce que le réseau de neurones peut avoir de la redondance, etc. Donc on comprend en fait assez mal le lien entre les deux, mais on est quand même sur un phénomène statistique assez classique, qui est que pour que vous ayez un estimateur qui converge, un estimateur paramétré qui converge, eh bien il vous faut beaucoup plus de données que le nombre de paramètres, et c'est essentiellement ça qu'on est en train d'observer. Donc si vous avez un réseau de neurones qui est monstrueusement grand, vous allez certes avoir des images qui sont très belles, mais vous n'allez absolument pas échantillonner votre distribution de probabilité, vous allez essentiellement mémoriser les données que vous avez mises dans votre réseau de neurones. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, surtout quand vous travaillez non pas sur des problèmes où il s'agit de faire des belles images, mais vraiment identifier, simuler des processus où il y a des enjeux, par exemple des processus physiques pour tester la robustesse d'une aile d'avion ou des choses comme ça. Vous avez intérêt à avoir la diversité et surtout généraliser dans votre distribution de probabilité. Alors, un point qui est quand même important maintenant, une fois qu'on voit qu'effectivement on va généraliser, c'est donc cette question sur le biais ou l'erreur de modèle. Et on peut regarder les images qui sont ici, elles ne sont pas très très grandes, mais si vous les regardez attentivement, vous voyez, si vous regardez rapidement, on peut avoir l'impression effectivement d'une chambre à coucher, mais en fait quand on regarde un peu en détail, elle est bizarre cette chambre à coucher. Là effectivement ça ressemble à un lit mais qui est continué par une partie blanche. Quand on regarde ça, ça fait vraiment en détail, ça ne fait pas énormément de sens. Quand on regarde un peu de loin, ça paraît à peu près naturel. Donc on sent bien que la chambre à coucher, l'algorithme a du mal à vraiment restituer quelque chose qui est totalement cohérent, ce qui n'est pas complètement surprenant parce qu'une chambre à coucher, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe qu'un visage. Alors, une autre manière de tester la généralisation, c'est tout simplement de regarder l'erreur. L'erreur, c'est ce qu'on a optimisé, c'est l'erreur de prédiction. Le PSNR, qu'on utilise de façon classique en traitement du signal, la mesure, c'est Peak Signal to Noise Ratio, c'est 10 log base 10 de la valeur maximum que le signal peut prendre. Une image, la valeur maximum, c'est 255 au carré, divisé par l'amplitude du bruit, c'est-à-dire l'espérance de x chapeau moins x au carré. Au carré. Et donc, plus ceci est petit, plus le PSNR va être grand. Et on peut regarder l'erreur qui est obtenue sur la base de données d'entraînement. Et si on veut regarder si un algorithme généralise, tout simplement regarder l'erreur sur une base de données de test. Et en fait, on voit apparaître le même phénomène. C'est-à-dire sur la base de données d'entraînement, évidemment, quand vous avez très peu d'images, et ça correspond, les courbes noires, typiquement, à une image 10 ou 100, eh bien, on va avoir une erreur dont le PSNR va augmenter rapidement. Mais si maintenant vous regardez sur le test, eh bien, ça ne marche pas du tout. Effectivement, tout ce que vous avez appris, c'est débruiter les images de la base de données d'entraînement en mémorisant ces images. Donc, si vous donnez des images de test, ça n'a pas du tout marché.
Par contre, on voit que quand on arrive, ça c'est 10 000 ou 1000, 10 000, 100 000, quand on arrive à 100 000, vous voyez que la courbe de PSNR sur l'entraînement et sur le test est quasiment identique. Donc effectivement, vous avez bien généralisé. C'est-à-dire que la loss est identique sur l'entraînement et sur le test. Donc c'est bien le test comme ça qu'on vérifie de façon classique, phénomène de généralisation. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que quand on arrive sur ces petites erreurs, eh bien, effectivement, on arrive à reconstruire essentiellement les mêmes images. Et donc, cette borne, elle est un peu grossière, mais ça vérifie en quelque sorte la borne, le fait qu'on arrive à resynthétiser des distributions de probabilité ou d'échantillonner des distributions de probabilité très proches, avec peu de variance. Pardon. Alors, ça, c'est la partie, excusez-moi, généralisation. J'ai tendance à aller trop loin dans ce que je dis quand je dis la distribution de probabilité va être très proche. Non, pas forcément. Tout ce que j'ai vérifié pour l'instant, c'est que je n'ai pas de variance. Mais ce qui peut se passer, c'est que vous avez votre bruit blanc ici. On a vu, on a défini un transport, et puis on dit par exemple quelque chose comme ça. Et ce qui peut très bien se passer, c'est que vous allez vous concentrer sur une sous-partie du support et pas couvrir tous les modes. À nouveau, un problème de diversité, exactement comme le GAN. Ce genre de phénomène, vous ne le contrôlez pas en contrôlant la variance. Pour le contrôler, vous avez besoin de vous assurer que vous avez effectivement une estimation, autrement dit que l'espérance de ceci, par rapport à toutes les bases de données XI que vous pouvez prendre, va bien effectivement être égale au gradient de log pθ de sigma, autrement dit au score. C'est ça l'enjeu, qu'il n'y ait pas de biais. Ça, c'est beaucoup plus difficile à vérifier. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile à vérifier? Parce que pour ça, il faut connaître cette quantité-là. D'accord? Donc, si on se place dans un cas simple, comme un processus gaussien, on ne va pas avoir trop de problèmes. La question, c'est des visages, des chambres à coucher, c'est quoi les distributions de probabilité? Comment démontrer qu'on va converger? Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'avancer dans cette direction pour essayer de comprendre de façon un peu plus précise comment on calcule un estimateur optimal et dans quel cadre mathématique on arrive effectivement à montrer qu'on a un estimateur qui va vous redonner l'estimateur optimal ou pas. Donc ça, c'est toute la partie débruitage, puisque, à nouveau, si jamais j'ai un débruiteur optimal, alors je sais que j'ai un estimateur du score parfait, alors je sais que le transport va me redonner exactement la bonne distribution de probabilité. Donc tout le problème, c'est de bien comprendre ces problèmes de débruitage optimal. Et on va voir qu'un point très important là-dedans, c'est la capacité de construire des représentations parcimonieuses du signal. Donc là, on va rentrer dans un chapitre avec des maths très différentes pour essayer de répondre à cette question. Donc la question, c'est essentiellement, est-ce qu'un réseau de neurones peut le faire ? Évidemment, va y avoir, à quelles conditions et comment.
Donc ça, c'est vraiment la question à $1 million. Si jamais on est capable de répondre à cette question, essentiellement, ça veut dire qu'on a compris la théorie des réseaux de neurones, parce que ça veut dire qu'on a compris les classes d'approximation qu'on est capable de construire avec un réseau de neurones. Donc, désolé, je ne vais pas vous répondre à cette question à la fin des 3 cours, mais ce que je vais faire, c'est avancer dans cette direction et vous donner les éléments mathématiques que l'on connaît, que l'on maîtrise pour avancer dans cette direction. Et donc, on va regarder donc les maths de débruitage et on va commencer par le grand classique qui est l'estimation linéaire optimale. C'est-à-dire, on va se poser la question, si on impose que l'opérateur est linéaire, est-ce que d'estimation, comment le calculer? Et ça, c'est ce qu'on appelle le filtrage de Wien. Ensuite, donc, vous allez voir le lien entre ça et les bases de PCA. Dans le cas de la stationnarité, c'est-à-dire un processus stationnaire, vous allez voir apparaître la notion de convolution, qui est le premier élément qui apparaît dans ces réseaux de neurones. Donc, on va voir pourquoi on voit apparaître les convolutions. On va voir apparaître les bases de Fourier. Et la notion de puissance spectrale. Donc, on va se retrouver dans un autre domaine des maths, c'est l'analyse harmonique, pour essayer qui va apparaître tout à fait naturellement pour calculer les solutions optimales du problème de débruitage. Donc là, on est linéaire. Ensuite, on va passer à de l'estimation non linéaire. Et donc la question, c'est quand on passe au non linéaire, est-ce qu'on peut améliorer l'estimateur et à quelles conditions? Et là, on va voir apparaître la notion de parcimonie. On va voir qu'on va pouvoir construire des estimateurs non linéaires si on a une forme de parcimonie dans une base. Alors, la question, ça va être quelle base? L'idée, c'est qu'on va prendre un signal, on va le décomposer dans une base, et on va espérer que la plupart des coefficients vont être nuls, de manière à pouvoir tous les mettre à 0 et tuer le bruit. Question, quelle base? Est-ce que la base de Fourier peut marcher? La réponse, c'est non. La base de Fourier ne va pas marcher, et c'est là qu'on va voir apparaître d'autres types de bases, que sont les bases d'ondelettes. Alors, en particulier, dans les bases d'ondelettes, il y a une chose en particulier, c'est qu'il y a des facteurs d'échelle, et des facteurs d'échelle avec des puissances de 2. Et donc, là, on va voir apparaître une autre notion qu'on voit apparaître dans le UNECT, c'est ces échelles de puissance J avec ces filtrages sous échantillonnage, qui vont apparaître naturellement dès qu'on fait du non linéaire. Évidemment, la question, c'est le non linéaire, comment on fait ça? On va voir que le ReLU, c'est un opérateur très naturel pour faire du débruitage dans le cadre d'une décomposition comme ça dans une base. Alors, est-ce que c'est optimal? On va voir que cette question d'optimalité, évidemment, ça dépend toujours du processus sous-jacent. Si le processus sous-jacent, dans le cas des images, vous fait des images qui ne sont pas structurées, c'est-à-dire pas avec de la jolie géométrie, des contours bien réguliers, etc., on peut éventuellement espérer que ce soit le cas. En tout cas, il y a des classes de fonctions où c'est vrai, ce qu'on appelle les espaces de Bezoff. Mais dès qu'il y a de la géométrie, et dans les images naturelles, il y a toujours de la géométrie, des contours, etc., qui ont de la régularité, ça ne marche plus. Et donc, on va regarder ensuite les problèmes de géométrie. C'est-à-dire quand vous avez des images avec des formes qui ont des contours, qui ont certaines régularités. Là, on va voir que ça ne marche plus,
On ne peut plus trouver une base qui va vous donner une représentation parcimonieuse optimale. Et là, il faut bouger vers ce qu'on appelle des dictionnaires de bases, donc des familles de bases. Et là, c'est essentiellement le point où la recherche s'est arrêtée dans les années 2010. Non, avant, 2003, 2004, 2005, par là. Ça a commencé à devenir horriblement compliqué. Et toute la communauté s'est un peu découragée parce qu'à la fois, ça devenait très compliqué et en même temps, les résultats numériques n'étaient pas tellement au rendez-vous. C'est-à-dire que, oui, sur des jolies images de bande dessinée, on arrivait à faire des choses, mais pas des images compliquées. Et la question, c'est quel est le lien entre ce genre de choses et ce qui se passe dans les réseaux de neurones. Et ce que je vais vous montrer, c'est que les réseaux de neurones ils ont cette capacité de calculer des bases harmoniques, c'est-à-dire qui oscillent un peu comme Fourier et ondelette, avec de la géométrie. Et dans les cas qu'on contrôle, genre des images régulières par morceau, on peut vérifier qu'effectivement, c'est bien les bonnes bases, autrement dit, il y a des propriétés d'optimalité. Donc il y a des cas où on arrive à démontrer l'optimalité de ce qui est calculé par les réseaux de neurones, et des cas qui ne sont pas faciles, c'est-à-dire pas le cas gaussien. Vraiment des cas où il y a de la très grande non-linéarité, où une seule base n'est pas suffisante. Et donc, c'est ce chemin que je vous propose de suivre à partir de maintenant. Alors, pour faire ça, on va commencer par la base, sans jeu de mots, c'est-à-dire par le filtrage de Wiener. Donc, le filtrage de Wiener, c'est vraiment le résultat élémentaire de tout le traitement du signal qui permet de comprendre comment on fait du débruitage avec des opérateurs linéaires et qui justifie notamment l'utilisation des convolutions un peu partout dans le traitement du signal. Donc, je vais reprendre le problème. Alors ici, je vais avoir besoin de très clairement différencier ce qui est aléatoire de ce qui n'est pas aléatoire. Donc je vais utiliser des lettres capitales pour tout ce qui est variable aléatoire, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et des petites lettres pour tout ce qui est déterministe. Donc grand X, c'est mon signal aléatoire. Je vais lui additionner un bruit Z, et là, je vais appeler grand Y le signal bruité. D'accord ? Donc ce que je sais, c'est que Z ici, c'est un bruit blanc gaussien, autrement dit, il a une covariance qui est sigma carré l'identité. C'est un vecteur, d'accord ? Et on va se mettre en dimension finie. Donc, c'est un vecteur de dimension finie. Et ce que je veux calculer à nouveau, c'est la minimisation. Donc, je vais calculer un estimateur. Alors, un estimateur, ça se calcule donc à partir du signal bruité. Ça va être un X chapeau, et je l'obtiens en appliquant un certain opérateur, que je vais appeler ici H, sur Y. H, c'est par exemple mon réseau de neurones, d'accord, qui va faire le débruitage. Et mon problème, c'est de minimiser à nouveau l'espérance de HY moins x au carré, avec l'espérance qui est prise par rapport à la distribution de x et du bruit. Et donc, d'une façon générale, comment on pose ce genre de problème ? On impose que H appartienne à une famille paramétrée d'opérateurs,
Et par exemple, ces familles paramétrées d'opérateurs, à nouveau, ça peut être des réseaux de neurones. Mais ce que je peux supposer ici, c'est que H soit linéaire. Alors, on peut le voir, on appelle ça parfois de l'estimation non paramétrique, où on peut dire H linéaire en dimension D, donc H est caractérisé par sa matrice, donc par D carré paramètre. Mais à partir du moment où H est linéaire, le nombre de paramètres est réduit à la dimension, à la taille de la matrice. OK, donc, si H est linéaire, c'est quoi le meilleur H et comment il se calcule? Donc ça, je l'ai dit, Z, c'est le filtrage de Wiener. Alors, Norbert Wiener, pour revenir un peu dans le passé, donc lui, ça c'est, il a vraiment travaillé entre la première partie du XXe jusqu'à 1964. C'était un mathématicien assez génial qui, en analyse harmonique, a introduit énormément de choses, en analyse de Fourier, mais où il a aussi introduit en probabilité les éléments de base, comme par exemple le processus de Wiener. Il a aussi créé essentiellement tout le traitement du signal en donnant les bases. C'est un des premiers à s'être posé la question. Ça, c'était donc il était professeur au MIT. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est les problèmes de où est-ce qu'on envoie les projectiles pour abattre un avion, sachant que la mesure de position de l'avion est bruitée, etc. Il a aussi introduit la base du contrôle et du contrôle optimal. Et puis, c'est aussi le père de la cybernétique. Et la cybernétique, c'est l'ancêtre des réseaux de neurones. Donc, c'est très impressionnant le niveau de créativité, mais en même temps de profondeur technique de ses travaux en maths. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Norbert Wiener, alors ça, c'est pour la petite histoire, il a écrit un livre qui s'appelle X-Prodigy, qui est un livre assez triste d'ailleurs, où il raconte son enfance. Son père a voulu en faire un génie. Donc c'était un projet. Son père, qui était un Russe blanc, a dit un génie, ça se crée. Et donc, il a tout fait pour que son fils soit génial, c'est-à-dire que précepteur dès la plus tendre enfance, l'a baladé absolument partout, etc. Et donc, il est rentré à Harvard à l'âge de 13-14 ans. Et puis, ce père avait un autre ami qui avait essentiellement le même projet, et les deux enfants étaient en compétition. Tous les deux sont rentrés à Harvard à peu près 14-15 ans, ont eu leur thèse à 18-19 ans. Et l'histoire est triste parce que, Norbert Wiener explique, être génial à 10 ans, 12 ans, c'est une chose, mais les gens vous regardent en se disant quand est-ce qu'il va se casser la gueule. Et effectivement, l'autre jeune homme a été retrouvé dans un back-office à New York par le New York Post, qui n'est pas la même chose que le Washington Post, qui est une feuille de chou, et qui a écrit un article dessus, suite à lequel, après, il s'est suicidé. Norbert Wiener, lui, a continué, effectivement, devenu génial. Devenu était assez génial, c'était un niveau de créativité extraordinaire. Donc voilà, ça c'était le projet du père qui effectivement a eu un impact assez considérable en sciences. Alors, je vais maintenant vous décrire rapidement le principe qui est derrière. Donc, il y a un théorème qui essentiellement va définir l'estimateur linéaire optimal. Alors, on va commencer par se mettre dans le cas où on est en dimension 1. Autrement dit, x est une variable aléatoire. Alors, un estimateur linéaire, donc ça va être quelque chose qui va pouvoir s'écrire x chapeau comme étant une combinaison linéaire des données, donc h de k, y de k. Donc ça va minimiser l'erreur. Donc l'erreur epsilon de k, c'est, comme on le disait, l'espérance. Alors ici, c'est des variables aléatoires, donc je vais mettre une valeur absolue, x moins x chapeau au carré. Si et seulement si l'estimateur assure que l'erreur,
c'est-à-dire la différence entre x et son estimation, est décorrélée par rapport aux données. Pour tout cas. Donc ça, c'est une propriété qui est assez naturelle, qu'on va rapidement montrer, et qui va permettre de caractériser tous les estimateurs linéaires optimaux. Donc l'idée, pour obtenir un estimateur linéaire, il faut induire une décorrélation et donc pour ça, eh bien, on va calculer et minimiser cette quantité. Donc epsilon de k, c'est l'erreur. Donc c'est la différence entre x et somme sur k de h de k, c'est l'estimateur, y de k. Au carré. Bon, je peux le faire fois x moins somme sur k. Donc, ça, c'est une forme quadratique. Donc, c'est un minimum en h. Donc, c'est un minimum qui va être unique. Ce minimum, je peux le calculer en calculant les dérivées par rapport à hk et en regardant le point critique où ça s'annule. Donc, la dérivée, ça va être 2 fois l'espérance. Alors, comme j'ai un signe moins, là, je vais avoir un moins. L'espérance de y de k fois x moins somme sur k des hk y de k, mais ça, c'est x chapeau. Et ça va être égal à 0. Et donc, on obtient bien cette équation. Et cette condition qui est nécessaire, elle est suffisante parce que j'ai une forme quadratique. Donc, vous pouvez vérifier que c'est convexe. Et donc, ça va bien être un minimum. Donc, ça vient tout simplement de là. Et donc, maintenant, on va pouvoir appliquer ça pour obtenir l'estimateur linéaire optimal en dimension D. Alors, en dimension D, eh bien, je vais calculer un vecteur x chapeau en tout point n qui va s'obtenir par une combinaison linéaire, somme sur k. Maintenant, les h de k vont être différents pour chaque n, fois y de k. D'accord? Donc là, voilà la matrice qui correspond à l'opérateur h. Et donc la question, c'est cette matrice h, quelles sont ses propriétés? Alors pour ça, on va le relier à l'autocorrélation. Et l'autocorrélation du processus, c'est la matrice, ou c'est pratiquement la covariance si on soustrait la moyenne, c'est-à-dire c'est la matrice des espérances entre x de k et x de n pour tout k pour tout n en dimension D. D'accord? Donc c'est la grande matrice d'autocorrélation. Et ce qu'on va montrer, c'est que l'estimateur optimal s'obtient à partir de cette matrice. C'est ça qui va nous amener à la notion de PCA, c'est ça qui va nous amener aux bases de Fourier. Alors, le théorème, c'est que le H optimal, il s'écrit comme la matrice C plus sigma carré d'identité inverse appliquée sur la matrice C. Alors on va montrer ça. Ça c'est pareil, ça se montre en application directe de ce qu'on a vu juste avant.
Donc on veut minimiser l'espérance de x moins x chapeau au carré, autrement dit la somme sur k des x de k moins x chapeau de k, je vais l'écrire de n, moins x chapeau de n. Et donc, ce que je veux, c'est minimiser cet estimateur pour tout n. D'accord? Et donc, je me retrouve dans la situation du premier théorème. L'estimateur x de n, il est ici. Et ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'espérance de x chapeau, la corrélation entre x chapeau et yk, est égale à la corrélation entre x et yk. D'accord? Ça, c'est la condition de non-corrélation. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. L'espérance entre, sauf que x, c'est xn, parce que je considère une coordonnée, fois yk, c'est égal à l'espérance de x chapeau. Alors, qu'est-ce que c'est que x chapeau? X chapeau, c'est la somme sur k. Alors, je vais écrire comme une somme sur L pour ne pas confondre les choses. H de L, Y de L, fois Y de K. D'accord? Là, je vous ai écrit le X chapeau de N. Ln. OK? Maintenant, ce que je sais, c'est que Y de K, qu'est-ce que c'est? C'est le signal bruité. Donc, c'est X de K plus Z de K. Alors, une propriété très importante, ça ne suffit pas que Z soit du bruit gaussien, il faut que le bruit soit indépendant des données. Ça, c'est quelque chose qu'à chaque fois... Alors, ça va être clair là-haut. Oui, donc ici, le bruit, il est indépendant de X. Et ça, c'est une hypothèse très naturelle. Vous avez une image, ça dépend. Si vous avez un problème de transmission dans un canal, il peut y avoir des phénomènes non linéaires qui fait que le bruit dépend du signal. Mais souvent, ça va être indépendant. Et donc, si maintenant vous écrivez ceci, x de n fois y de k, eh bien, vous allez avoir x de n fois x de k, et l'espérance de x de n fois z. Et comme ils sont indépendants, c'est le produit des deux espérances, et la moyenne de z, ça vaut 0. Donc du coup, ça va devenir l'espérance de x de n fois x de k. C'est le seul terme qui va rester. Et puis ici, on va avoir à chaque fois le terme, l'espérance de y de L fois y de k. À nouveau, y c'est x plus z. Comme x et z sont indépendants, quand vous allez faire le produit croisé, ça va être 0. Ce qui va vous rester, c'est l'autocorrélation de x et l'autocorrélation de z. Donc ça va être l'espérance de x de n, L fois x de k, plus l'espérance de fois z de k. Alors, donc, je vais remplacer ici et je vais écrire l'équation. Qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir ce terme ici est égal à somme sur L de h de Ln fois l'espérance de x de n fois x de L plus l'espérance de z de L fois z de L. Qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ça, pour tout n, pour tout k, c'est la matrice C.
Là, ce que vous voyez, c'est que vous avez un produit matriciel. Vous avez un produit entre la matrice de H fois la covariance de X et la covariance du bruit. Mais la covariance du bruit, c'est sigma carré l'identité. Et donc, vous inversez ça et vous obtenez bien l'expression que vous avez là. D'accord? Donc, c'est juste une conséquence du filtrage de Wiener. Maintenant, on peut essayer de calculer cette matrice H pour essayer de voir un peu plus intuitivement à quoi ça correspond. Et ici, H, elle s'obtient à partir de la matrice de covariance. Donc, une des façons de voir son expression, c'est de trouver la base qui va, ou la matrice d'autocorrélation, plus précisément, qui va diagonaliser la matrice d'autocorrélation. Et ça, c'est la base de PCA. Donc, si la base de PCA, PCA comme Principal Component Analysis, c'est une base de vecteurs en dimension D qui diagonalise C. Donc, on va pouvoir regarder les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc, les vecteurs propres, c'est EK. Les valeurs propres, eh bien, ça va être les lambda K. C'est le produit scalaire entre EK et CEK. Et là, je vous laisse vérifier que ça va être tout simplement, comme on fait un changement de base, les valeurs diagonales de x exprimées dans la base EK. Autrement dit, ça va être l'espérance du produit scalaire entre x et le vecteur OK au carré. D'accord? Parce que dans cette base, la matrice d'autocorrélation, c'est tout simplement les corrélations entre xk et xk'. Et là, vous avez la diagonale. Donc ça, c'est les valeurs propres. Et maintenant, on peut regarder l'opérateur H. Ben, C plus sigma carré l'identité, c'est diagonalisé dans la même base que C. D'accord? Donc, H est diagonale dans la base en question. Et les valeurs propres, ça va être quoi? Ça va être la valeur propre de C, c'est-à-dire lambda K, fois l'inverse de la valeur propre de C plus sigma carré l'identité. Mais C plus sigma carré l'identité, ça va être la valeur propre, ça va être lambda K plus sigma carré. D'accord? Donc les valeurs propres, c'est le rapport entre les deux. Alors, à quoi c'est égal, ça? À peu près. Si lambda K est grand devant le bruit, ça vaut à peu près 1. Et si lambda K est petit devant le bruit, ça va être lambda K sur sigma carré, mais comme lambda K est petit devant le bruit, ça va être quasiment 0 si lambda K est petit devant le bruit. Si on regarde l'opérateur H, et je l'écris dans la base, bah, l'opérateur H, donc si je regarde la valeur Y, c'est Hx. Comme H est diagonale dans la base, eh bien Hx, je peux l'écrire en décomposant x dans la base orthogonale, xk fois ek, et h, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie par la valeur propre, autrement dit par lambda k sur lambda k plus sigma carré. Donc qu'est-ce que ça fait? Chaque fois, je vais regarder la projection de x sur un vecteur de base. Si dans cette direction-là, x a beaucoup d'énergie
et a notamment plus d'énergie que l'énergie du bruit, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le coefficient. Si par contre, je suis sur un vecteur sur lequel x a très peu d'énergie, c'est-à-dire x est quasiment orthogonal à ce vecteur, à ce moment-là, lambda k va être tout petit, donc le bruit, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder la décroissance, je vais les ordonner, des lambda k, en fonction de k. Et là, vous avez sigma carré. Le bruit blanc, il a la même énergie dans toutes les directions. Si vous êtes dans cette zone-là, le signal a plus d'énergie que le bruit, donc vous allez garder le coefficient, et ça vaut à peu près 1. Si vous êtes dans cette zone-là, le signal a moins d'énergie que le bruit. Si vous voulez minimiser l'erreur, vous avez intérêt à quasiment tout mettre à 0, et donc vous allez avoir 0. En fait, ce que vous allez faire, c'est multiplier par un espèce de filtre qui va être un peu comme ça, et ça, c'est le filtre lambda k sur lambda k plus sigma carré. C'est les valeurs propres. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de base du traitement du signal, sauf qu'il reste un ingrédient à rajouter, c'est quelle est la base orthogonale qui va diagonaliser la covariance de mon signal. Et alors là, il y a une hypothèse qui va nous permettre de la trouver. C'est une hypothèse très naturelle, c'est la notion de stationnarité. Donc là, je vous fais un cours de traitement du signal en 20 minutes. Donc on va le reprendre ensuite, mais c'est vraiment des idées importantes à connaître pour pouvoir essayer d'attaquer la compréhension de ces réseaux de neurones d'un point de vue un peu plus mathématique. Donc, la notion de stationnarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère x, si je le translate, donc là je l'écris x de n, si je le translate par taux, donc je vais obtenir x de n moins taux, eh bien, ce vecteur t taux de x et x ont la même distribution de probabilité, au sens distribution jointe. Donc s'il y a une densité, la densité des deux est identique. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, vous prenez une image avec une caméra. Si vous ne centrez pas votre image, mais vous la prenez un peu au hasard, la probabilité de voir un objet ou le même objet translaté est la même. Donc du coup, la distribution de probabilité va être invariante par translation. D'accord? Toute image a la même probabilité d'apparaître que sa translatée par n'importe quelle valeur. Donc ça, c'est le genre de situation qui va apparaître très souvent, par exemple en audio, électrocardiogramme, signaux, etc. Généralement, il n'y a pas de zéro absolu, les choses peuvent être translatées, et donc vous allez avoir des phénomènes de stationnarité. Qu'est-ce que ça implique en particulier? Si jamais la distribution de probabilité est invariante par translation, en particulier la valeur des échantillons étant l'espérance invariante par translation, ça ne va pas dépendre de n. C'est une constante. On peut regarder aussi les termes de second ordre, c'est-à-dire l'espérance de x de n fois x de k. Ça, c'est invariant par translation. Donc ça va être la même chose que l'espérance de x de n moins taux fois x de k moins taux. Si vous prenez taux égale petit k, vous observez que ça va être simplement une fonction. Donc ça, c'est l'autocorrélation, c'est la fameuse matrice CNK. Eh bien ça, c'est une fonction de n-k. D'accord? Donc ça veut dire que votre matrice est en fait une matrice Toeplitz, ne va dépendre que
des valeurs n-k. En particulier, si maintenant vous regardez la matrice comme un opérateur, c'est-à-dire si je regarde par exemple, j'applique la matrice C à un vecteur x, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pris en n, ça va être la somme, j'applique la matrice C kn fois x de n. Non, cnk fois x de k, pardon. D'accord? Comme c'est un opérateur de convolution, ça va s'écrire c de n-k. Qu'est-ce que vous... excusez-moi, comme c'est invariant par translation, ça s'écrit comme c de n-k. Et qu'est-ce que vous reconnaissez ici? La convolution entre c et x pris en n. Donc dès que vous avez des processus stationnaires, les matrices d'autocorrélation vont devenir des convolutions. Et maintenant, on peut répondre à la question qui est là-haut. Quel type de bases vont diagonaliser ces matrices? Autrement dit, quel type de bases vont diagonaliser un opérateur de convolution? Et la réponse, c'est... Pardon? Fourier. Base de Fourier. Alors pourquoi c'est la base de Fourier? Donc la base de Fourier, si jamais je suis de moins l'infini, l'indice n est un entier, dans ces cas-là, la base de Fourier, les vecteurs de Fourier, ça va être des vecteurs de n'importe quelle fréquence oméga, c'est-à-dire e puissance i oméga n. Alors comment on vérifie que effectivement c'est un vecteur propre? Eh bien, on le rentre à l'intérieur. Alors ça, je peux l'écrire comme somme sur k. Je peux faire un changement de variable k', auquel cas ça va devenir c de k' x de n-k'. D'accord? Et maintenant, si je prends pour x le vecteur de Fourier, donc je vais avoir c de e oméga, ça va me donner c de k, e puissance i oméga n-k. Et donc le i oméga n, je peux le factoriser. C'est e puissance i oméga n fois somme sur k des c de k e puissance moins i oméga k. Je suis désolé parce que là, ça devient... Et qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Eh bien, je vais le réécrire juste dessous. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul là? J'ai montré que c'est de appliquer un vecteur de Fourier. Je récupère ici le vecteur de Fourier, multiplié par une constante que je vais appeler C chapeau ou C tilde de oméga. Et C tilde de oméga, ce n'est autre que la transformée de Fourier de l'autocorrélation. Et ça, on appelle ça la puissance spectrale. Alors, si vous êtes en dimension D, c'est-à-dire que là, je n'ai pas considéré d'effet de bord, j'ai considéré que n allait de moins l'infini à plus l'infini. Si vous êtes en dimension D, alors à ce moment-là, votre indice n va aller de 0 à d-1. Alors là, il y a un petit truc que j'ai fait, c'est le changement de variable de k à n-k, que je n'ai pas tout à fait le droit de faire, sauf si en fait je dis mon signal, qui est quelque chose comme ça, je peux le continuer à l'infini comme s'il était périodique. D'accord? Donc j'étends le signal infini en le considérant comme périodique.
Et à ce moment-là, je vous laisse vérifier que ça va être toujours diagonalisé, mais évidemment, il faut que les vecteurs de base eux-mêmes soient périodiques. Et pour que les vecteurs de base soient périodiques, il faut que la fréquence s'écrive comme 2πk sur d. Autrement dit, vous allez tomber sur la base de Fourier discrète qui est les vecteurs ek pris en n qui s'écrivent comme les puissances i de πk n sur d pour tous les cas, plus petit que d. D'accord? Ça, c'est dans le cas où on considère un signal de taille finie. Si on considère de taille infinie, alors vous allez vous retrouver dans l'espace L2 et vous allez avoir besoin de toutes les fréquences oméga qui appartiennent à moins pi. Donc ici, on est dans le cas fini, donc on a bien une base orthogonale, mais c'est pareil, je vais avoir une puissance spectrale. Et donc, la base de PCA, dès que vous êtes stationnaire, c'est la base de Fourier. Donc essentiellement, vous n'allez pas échapper à la base de Fourier dès que vous avez des phénomènes, et ça arrive très très souvent, qui sont stationnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit diagramme ici que j'ai construit, que je vous ai montré, en fait, ça peut s'analyser comme un diagramme en fréquence. Ici, K, c'est un index de fréquence, parce que quand K augmente, eh bien, ça correspond à une sinusoïde qui va osciller de plus en plus rapidement, parce que la fréquence, elle est proportionnelle à K. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est la puissance spectrale du signal. Ça, c'est la puissance spectrale du bruit. Et le filtre de Wiener, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder les basses fréquences, essentiellement, où le signal a plus d'énergie que le bruit. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un filtre en traitement du signal. C'est quelque chose qui va vous sélectionner les basses fréquences et qui va mettre à zéro les hautes fréquences. Et le domaine sur lequel vous allez garder les basses fréquences, eh bien, va dépendre de l'énergie du signal par rapport à l'énergie du bruit. Donc, je vais vous montrer un résultat. Ça, c'est le cas particulier où x est gaussien. Alors, si x est gaussien, au passage, si vous regardez cette formule, ça, je peux le réécrire je peux vous rajouter ici plus sigma carré l'identité, et puis enlever cette composante, c'est-à-dire moins sigma carré l'identité, et l'identité fois C plus sigma carré identité. Or, ça veut dire quoi? Ça fois ça vaut l'identité. Ça veut dire que H, c'est l'identité moins sigma carré fois C. Non, moins 1 ici. Parce que j'ai rajouté ça, c'est fois. Et ça, c'est la covariance du bruit, ou je peux le réécrire comme ça. Ça, c'est, vous reconnaissez exactement l'estimateur qu'on avait obtenu avec le score dans le cas gaussien. C'est exactement le même. Autrement dit, l'estimateur linéaire, c'est aussi l'estimateur optimal pour des processus gaussiens. Une autre manière de le dire, c'est que si vous avez un processus gaussien, eh bien, oui, l'estimateur non linéaire optimal, c'est un estimateur linéaire. Et donc, voilà un exemple. Là, vous avez un signal qui est stationnaire et gaussien. Alors, vous voyez, typiquement, il est uniformément régulier. Voilà le signal plus bruit. D'accord? Il y a le bruit blanc. Voilà l'estimateur de Wiener. Donc, l'estimateur de Wiener, il a consisté à faire quoi? Essentiellement, localement, moyenner le signal. Un filtre passe-bas comme ça
c'est un fil qui va éliminer les hautes fréquences et il va s'obtenir en moyennant le signal. Et ce que vous obtenez, c'est une estimation qui est effectivement très bonne, qui est ici. Elle est d'ailleurs optimale, on ne peut pas faire mieux, même avec des opérateurs non linéaires. Donc votre réseau de neurones ne pourra pas faire mieux que ça. Le problème, c'est si vous avez ça. Ça, c'est un signal qui n'est plus du tout gaussien. Il n'est pas gaussien parce qu'il y a des discontinuités qui se baladent, vous ne savez pas où est-ce qu'elles se baladent, et puis il y a des régions régulières. Là, vous avez votre signal bruité. Ça, c'est l'estimateur optimal, le H, calculé exactement de la même manière. Alors, ce que vous voyez, c'est que vous n'avez pas complètement enlevé le bruit, ici. Et j'ai appliqué exactement la même formule ici, dans la base de Fourier, parce que c'est un processus stationnaire qui peut être translaté aléatoirement. À votre avis, pourquoi est-ce que l'estimateur optimal n'a pas réussi à complètement enlever le bruit ici? Il l'a un peu atténué, mais pas complètement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour l'éliminer complètement? Oui? Oui? Absolument. Ce qui va se passer, c'est que alors, il va l'enlever un peu, mais vous voyez, si vous voulez enlever encore plus de bruit, il va vous falloir moyenner encore plus, mais si vous moyennez encore plus, vous allez détruire les discontinuités qui sont là et vous allez les rendre très très lisses. Donc vous vous retrouvez devant une espèce de trade-off entre d'un côté éliminer le bruit et de l'autre côté tuer le signal. Le trade-off optimal, il a été choisi par Wiener de manière à minimiser l'erreur, mais vous voyez, c'est pas terrible, parce que d'un côté, vous allez un peu lisser les discontinuités, et de l'autre côté, vous allez garder un peu de bruit. Donc, question, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Oui? Si on arrive à couper le signal aux discontinuités et prendre indépendamment chaque morceau. Oui, ça, c'est effectivement ce qu'on aimerait faire. On aimerait se dire, si j'arrive à détecter les discontinuités, alors dans les zones régulières, je vais pouvoir moyenner brutalement, et puis par contre, les discontinuités, je ne vais pas les toucher. Mais si vous faites ça, ça veut dire que votre estimateur va se comporter complètement différemment suivant le X. Ça veut dire que vous passez du monde linéaire au monde non linéaire. C'est-à-dire que vous allez chercher un estimateur non linéaire qui va essayer de découvrir les zones où le signal est régulier pour pouvoir lisser, et dans d'autres domaines, ne pas lisser. Autrement dit, ça ne va pas être un opérateur de convolution. Ici, un opérateur de convolution, c'est un opérateur qui est invariant par translation, donc qui fait la même chose partout. Là, on a envie de faire des choses différentes dans différents endroits, et toute la question, ça va être de voir comment faire ça. Donc ça va être le sujet de la prochaine fois. Et ce que vous allez voir, c'est que pour faire ça, il faut commencer à devenir adaptatif, il faut commencer à introduire des non-linéarités, et on va voir apparaître des choses qui sont très similaires à des relus, essentiellement des relus, des convolutions, et donc on va commencer à voir apparaître la nécessité d'introduire des opérateurs non linéaires. On va s'arrêter là. Comme d'habitude, je vais vous demander de signer. Juste après, il y a donc le séminaire de Tony Bonner qui va nous présenter son travail sur la dynamique de score diffusion.